Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Donc je débute ce 5 à 7 avec une présentation, donc comme l'a dit Elodie, sur la petite analyse qu'on a fait sur 3 bâtiments, et puis même avant ça avec une petite présentation pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Donc sur le bois local, voilà, pour rappeler que on est dans le département de la Loire, qu'on a une ressource locale qui est vraiment abondante, avec une forêt qui couvre 31% de la surface, et qu'aujourd'hui on exploite assez peu cette ressource, puisqu'on est à peu près à 50% de l'accroissement annuel qui est prélevé sur le département. On retrouve un peu la même problématique d'ailleurs au niveau national. Ça, c'est l'évolution de la superficie de la forêt, l'évolution de la superficie de la forêt française depuis 2 siècles. Et c'est à peu près la même chose quand on regarde en volume de bois sur pied. Sur une échelle de temps plus courte, sur 40 ans, on a quasiment doublé le volume de bois sur pied de la forêt. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait exploiter beaucoup plus la forêt sans commencer à taper dans le stock. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour donner une petite idée des essences de bois qui sont disponibles, donc on voit qu'il y a une assez forte prépondérance des résineux, sapins épicéas notamment, donc qui sont beaucoup utilisés en charpente, pin sylvestre, Douglas, et aussi des feuillus, notamment du chêne. On retrouve un peu la même chose au niveau régional, un tiers de la surface qui est boisée, presque 500 millions de mètres cubes de bois sur pied. Et je suis désolé, c'est un peu coupé sur la droite, on n'avait pas vu ça. Et un accroissement de 14 millions de mètres cubes annuel, et on n'en prélève que 5, donc au niveau régional, on est même un peu inférieur à 50% de l'accroissement. Voilà, ça c'est pour redonner un peu des idées, des chiffres sur la ressource et sur la filière. Donc cette ressource, elle permet à toute une filière de vivre et de créer des emplois. Donc là, c'est le nombre d'emplois vraiment, alors sur la partie de la filière qui concerne vraiment le bois construction, donc de la gestion forestière jusqu'au chantier avec l'exploitation forestière, les scieries, tout ce qui est construction bois, bureau d'études. Voilà, le chiffre aujourd'hui, je pense que plusieurs d'entre vous en ont entendu parler, on estime que pour 1000 m3 de bois mis en œuvre, c'est 21 emplois à plein temps sur un an. Et la filière bois dans la Loire, c'est 1800 entreprises, 7000 emplois. Donc une ressource abondante, une filière qui est vraiment là. Et pourtant, on a toute la ressource, ou presque, et on importe encore énormément de bois de construction, notamment de Scandinavie, d'Allemagne, d'Autriche, etc. Les chiffres, c'est à peu près... les chiffres ne sont pas tout récents, mais ça va être encore à peu près ça. On a 50% des produits bois de charpente qui sont importés. Alors, l'idée, ce soir, c'est de faire un peu la promotion du bois local, mais ça semblait intéressant de redéfinir le bois local, c'est quoi? Parce que selon à quelle échelle on se place, eh ben, on peut avoir différents points de vue, différentes approches. Est-ce que le bois local, c'est le bois vraiment très proche au niveau communal? On entend des fois certaines communes qui veulent construire avec le bois qui est sur leur commune. Pourquoi pas? Est-ce que c'est au niveau départemental? Est-ce que c'est un peu plus large au niveau régional? On parle beaucoup aussi du bois français. Est-ce que c'est construire en bois local, c'est utiliser du bois qui est au niveau national? Ou bien d'un point de vue plus grand, on pourrait se dire que c'est presque finalement du bois européen. Si on se place au point de vue mondial, c'est toujours mieux de prendre du bois européen que du bois qui vient d'Amérique du Nord, du Sud ou je ne sais où, ou d'Afrique. Donc on peut se poser la question. Pour définir un peu les choses, on peut réfléchir à quelle distance parcourt le bois, et finalement le bois local, c'est peut-être trouver la ressource au plus proche de là où elle est disponible. Si on prend du bois massif, donc on part de la forêt, ce bois massif, on va le transporter jusqu'à la scierie pour le transformer, et après de la scierie, on peut directement aller sur le chantier. Et aujourd'hui, on estime que ce bois massif, le plus proche qu'on puisse faire, pour donner une idée, c'est qu'il fait quand même entre la forêt, la scierie, le chantier, entre 100 et 150 km au plus proche. Et ça, on peut le trouver assez facilement, du bois massif, sur un périmètre qui est au niveau départemental. Par contre, maintenant, si on a besoin de bois dit reconstitué ou dit bois technique, donc du lamellé-collé, du bois massif abouté, ça va être un peu plus compliqué. On a toujours du bois qui vient de la forêt, qui va passer par la scierie. Par contre, il faudra le transformer, ce bois. Il va passer par des unités de transformation qui sont plus rares, un peu moins présentes. Et il va faire un peu plus de transport avant d'arriver sur le chantier. Aujourd'hui, la moyenne pour du lamellé-collé, même si on le prend le plus proche possible de la forêt jusqu'au scieur, en passant par l'entreprise de fabrication, le chantier, il aura plutôt fait entre 350 à 500 km.
Et on sera plutôt sur un périmètre qui est régional, voire national. Dans la Loire, on n'a pas du tout de fabricants aujourd'hui de lamellé collé ou de bois massif à bouter. Certains départements, ils feront peut-être un peu mieux, mais sur un ensemble global, ça sera plutôt ça. Donc on voit déjà que selon les produits, on n'est pas sur les mêmes périmètres, et le bois local, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Si on va plus loin, on a fait ce petit tableau que vous pouvez retrouver sur la plaquette. C'était pour se donner une idée sur tous les, ou presque tous les produits bois qu'on utilise en charpente. D'où vient le bois pour fabriquer ces produits et où est-ce qu'on le transforme. Alors quand on a 3+, c'est que c'est très fréquent, 2+, un peu moins, 1+, très peu, et quand on a un petit moins, c'est que c'est a priori pas du tout disponible. Alors c'est des grandes tendances, on pourrait discuter, est-ce que là il faut 2+, 3+. Il y a certaines choses qui peuvent être discutables, mais ça te permet de donner des grandes tendances. Pour bien lire le tableau, pour comprendre, du bois massif, on est d'accord qu'on en trouve de partout, mais il s'avère qu'aujourd'hui, les habitudes, c'est plutôt de prendre soit du bois qui est par les charpentiers, soit du bois qui est très proche, soit carrément du bois d'importation. Par contre, si on regarde par exemple le lamellé collé en dessous, on a un peu de bois aujourd'hui qui vient de la Loire et qui est fabriqué au niveau de la région. Et on a beaucoup de fabricants de lamellé collé, mais qui se servent encore très largement en bois d'importation. Voilà, ça permet de bien resituer les choses, parce que des fois on dit, bah si, du lamellé collé, on en a en France, on a des fabricants en Auvergne-Rhône-Alpes, pas de problème, mais ils s'approvisionnent encore très très largement en bois du Nord. Et ce tableau, il permet, je pense, de faire deux constats. C'est que plus un produit bois est élaboré, et plus, entre guillemets, il vient de loin. Voilà, ça permet de donner une idée. Et l'autre chose, c'est qu'on se rend compte que ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, c'est du bois massif, du lamellé collé, des bois à bouter, et on peut a priori le trouver au niveau, à l'échelle régionale, sans aller plus loin. Si on va vers des constructions CLT, ça va être plus compliqué, mais ça reste aujourd'hui, donc CLT, panneaux lamellés croisés, ça reste aujourd'hui un peu plus rare. Donc la conclusion, c'est peut-être que le bois local, on peut estimer que c'est aujourd'hui un bois qu'on trouve à l'échelle régionale. On a regardé dans cette petite étude aussi l'impact environnemental au niveau émissions de CO2. Qu'est-ce que ça représentait, les ordres de grandeur de ce que ça représentait le transport du bois. Donc comme on l'a dit, si on reste sur du bois dit local, régional, entre la forêt et le chantier, si on fait à peu près la moyenne, bois massif ça va être un peu moins, lamellé collé un peu plus. Grosso modo, le bois il aura fait 200 km. Ça veut dire qu'on aurait mis à peu près 15 kg de CO2 par mètre cube. Là, je parle bien que du transport. D'accord, le bois, il peut aussi avoir d'autres postes qui émettent du CO2, sa transformation, sa récolte, le séchage notamment. Mais là, vraiment, le transport, c'est à peu près ça. Si maintenant, on est sur du bois d'importation, au lieu d'avoir fait à peu près 200 km de Scandinavie, alors il y a plusieurs modes d'acheminement. Il y en a un peu qui vient directement par camion. Il y en a une partie qui prend le camion, après qui prend le bateau, après qui reprend le camion. Donc il y a différents modes selon les importateurs, selon le mode d'achat, etc. Mais selon les modes, on fait entre 2500 et 4000 km pour arriver de la forêt au chantier. Donc on est entre 10 et 20 fois plus. Et ça correspond, alors, moi je vais donner le chiffre tout de suite, ça correspond en moyenne à 120 kg de CO2 par mètre cube de bois. C'est une moyenne parce que selon s'il fait tout en camion, la moitié en bateau, voilà, c'est des ordres de grandeur en faisant un peu la moyenne des deux modes, parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près réparti entre les deux modes de transport. Il y a encore d'autres types de choses, du Mélèze de Sibérie, a priori, il prend le camion au début, après il prend le train jusqu'à Saint-Pétersbourg, après il prend le bateau jusqu'en France, il finit en camion. Donc voilà, ça fait 8 ou 10 000 km. Pour donner une idée, 120 kg de CO2, ça ne parle pas forcément beaucoup. Donc si on prend l'échelle d'une maison qu'on connaît bien, dans une maison tout en bois, on a à peu près 20 mètres cubes. Et si on fait les 20 mètres cubes en bois importé, l'émission du bois, ça représentera à peu près 15 000 km en voiture, ou 2 ans de chauffage au gaz de cette maison pour une maison aux normes thermiques actuelles, RT 2012. Donc est-ce que c'est beaucoup? Pas beaucoup, c'est pas négligeable en tout cas. Une autre comparaison à faire, c'est que si on fait un peu la soustraction, on dit, bon, dans tous les cas, même du bois local, il y a forcément un peu d'émissions de CO2, il y a un peu de transport. Mais entre les deux, la différence, c'est qu'on est à peu près à 100 kg de CO2 par mètre cube.
On peut le mettre en face d'un chiffre quand même, c'est que le bois, lors de sa croissance, je pense que vous savez tous qu'il absorbe du CO2, et qu'aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est qu'il absorbe 1 tonne de CO2 par mètre cube. Donc, on a d'un côté 100 kg de CO2 émis et l'autre 1 tonne. Là, on se dit ça, on voit ça, on se dit pas de problème, on peut transporter encore le bois longtemps, de toute façon, il absorbe tout en poussant. Ce qui est un peu vrai, enfin, ce qui est vrai, c'est que du coup, le bois, même importé, reste un puits de carbone. Et en même temps, on peut se dire, c'est pas parce que le bois absorbe qu'on peut émettre sans trop se poser de questions. En plus de ça, l'aspect puits de carbone, donc le bois, il va absorber le carbone pendant toute sa croissance, alors que là, l'émission de CO2 due au transport, elle est immédiate. Donc on est sur des problématiques un peu différentes. Mais ça permet d'avoir les ordres de grandeur et de savoir de quoi on parle. Et enfin, sur l'aspect économique, ce que vous attendiez tous, je pense, donc on a essayé de regarder sur 3 projets qui ont été faits dans la Loire, en bois, et tout en bois, ou quasiment tout en bois, allez, à 95 ou 98% en bois local. Et l'idée, c'était de dire, ces bâtiments-là, ils ont été faits en bois local, par un charpentier qui se fournit d'une certaine manière en bois local. S'il avait fait la même chose en prenant du bois d'importation, est-ce que sur la fourniture de bois, ça aurait coûté beaucoup plus cher, beaucoup moins cher? Et c'est quoi les ordres de grandeur? Quelque chose d'important, ce qui a été comparé, c'est donc il faut comparer des produits identiques, périmètre identique, etc. Donc c'est vraiment des produits comparables, donc séchés, rabotés, livrés chez le charpentier, que ce soit en bois local ou en bois importé qui ont été comparés. Deuxième chose, c'est qu'on sait tous que les produits bois dans le temps, le prix, il peut fluctuer, donc c'est valable à l'instant T. Et la dernière chose, c'est que les prix, ce n'est pas quelque chose de parfaitement exact, parce que selon qui demande à qui, selon le volume qu'on achète, selon etc., on sait très bien que voilà, c'est pas exact et on aura des résultats différents. Donc l'idée, c'était vraiment de dire, le charpentier qui a fait ce projet-là, si lui, il s'approvisionne d'un côté en local ou d'un côté en importation, qu'est-ce que ça donne? Et à chaque fois, pour les 2 solutions, il y a plusieurs scieurs pour le local qui ont été consultés et plusieurs charpentiers ou plusieurs fournisseurs de bois pour du bois d'importation qui ont été consultés pour voir un peu les différences de prix. Voilà, ça c'est pour la méthodologie, pour mettre un peu les choses au clair. Sur le premier projet, donc la maison à Pélussin, donc je précise que c'est intéressant, c'est un bâtiment qui est une maison qui a été certifiée passive, donc qui consomme qui a un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh par mètre carré par an, plus il y a d'autres choses, mais ça c'est le principal, donc très performante. Là, il y a un peu les acteurs du projet. Donc 90% en bois local parce qu'il devait y avoir 2 ou 3 pannes de toiture en lamellé-collé qui pour le coup à l'époque n'avaient pas été faites en bois forcément local. On est en ossature bois, donc on a un enduit extérieur sur un isolant, plancher solivage massif et charpente traditionnelle. La première chose qui est intéressante de voir, c'est que sur le coût total du projet, l'achat du bois, c'est 4% du prix. Donc tout de suite, on se dit, sur l'enveloppe globale du projet, même si le prix du bois il varie un peu plus ou un peu moins, pour le client final, en pourcentage, en tout cas, la valeur absolue reste la même, mais en pourcentage, c'est un peu l'épaisseur du trait, la fourniture de bois. Par contre, je fais tout de suite la remarque, pour le charpentier qui achète, c'est pas l'épaisseur du trait. Pour lui, le lot charpente au total, c'est 12%. Mais donc la fourniture de bois représente une part assez importante. Donc si le client final, sur un chantier global, ça peut être assez absorbé sur la totalité, ce n'est pas forcément le cas pour le charpentier. Le premier chiffre qu'on donne, c'est là, pour le coup, on a trouvé que c'était une économie, d'après les prix qu'on a eu auprès de scieurs, de ce que le charpentier aurait eu en prenant du bois importé. Sur le lot bois, sur la fourniture du bois, c'est 6%. C'est une économie, mais c'est quand même pas une très forte économie. Et maintenant, le prix, enfin le deuxième chiffre, c'est l'économie réalisée par le maître d'ouvrage, donc ramenée sur la totalité du projet. La différence de prix entre bois local et bois d'importation, c'est 0,2%. Donc quand je dis que c'est l'épaisseur du trait, c'est que, voilà, en valeur absolue, ça fait à peine le prix du canapé quand il faut rentrer dans la maison, voilà, et même pas. Donc des écarts très faibles et plutôt positifs sur ce projet-là.
Le deuxième projet, c'est une réhabilitation d'un bâtiment à Saint-Chamond. Donc c'est un vieux bâtiment de bureau tout en béton où on est venu plaquer par l'extérieur des... Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait. Le charpentier est venu plaquer par l'extérieur des murs manteaux tout en ossature bois. Donc c'est une entreprise qui... Je peux la citer puisque ça apparaît. C'est Lignatech qui s'approvisionne directement auprès d'une scierie qui est absolument juste à côté. Donc les transports sont vraiment limités au maximum entre la première et la deuxième transformation. Les murs manteaux, donc 100% en bois local, à peu près 60 mètres cubes de bois utilisé. C'est déjà un gros projet. Il y avait 2500 mètres carrés de façade refaite tout en murs manteaux. Tous les bois d'ossature, c'est que du bois massif, donc scié dans la scierie d'à côté. Là, les murs manteaux représentent une part presque un peu plus importante, c'est 20% du coût total du projet. Donc sachant là-dedans, donc, il reste après toutes les menuiseries et tout l'aménagement intérieur. C'était vraiment une réhabilitation totale. Et la fourniture du bois sur le total du projet, là, c'est 1%. Donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est beaucoup sur les murs manteaux, parce que c'est toute la partie revêtement extérieur qui représente un poste important. Et donc pour ce projet-là, ce qui est ressorti, c'est que c'est plutôt un surcoût de l'avoir fait en bois local de un peu moins de 4%. S'il avait jeté ce volume de bois sur les prix qu'il aurait pu avoir en importation, il y a plutôt un surcoût. Avec quand même, j'en reparlerai à la fin, un petit complément à ajouter, c'est que sur une réhabilitation comme ça, il y avait énormément de sections très particulières de bois pour adapter les murs manteaux à la façade. Ils avaient des listes de fixation dans lesquelles ils venaient mettre les murs manteaux. Et ce qui est pratique, comme ils avaient la scierie à côté, ils ont pu couper très exactement toutes les bonnes sections, toutes les bonnes longueurs. Donc ils ont quasiment zéro perte par rapport à du bois, on va dire, acheté directement d'importation, qui est très souvent des sections, la plupart du temps, ce qui est utilisé, c'est de la section standard. Et donc ça demande un peu plus de travail. Et même chiffre que tout à l'heure, sur l'ensemble du projet, on est à 0,04% de surcoût sur l'ensemble du projet. Donc là, un surcoût, mais extrêmement faible en pourcentage. Donc voilà, sur les deux premiers projets, un peu moins cher en bois local, un peu plus cher en bois local, mais des différences faibles, surtout sur l'ensemble du projet. Le dernier projet un peu particulier, c'est la volière du zoo, une nouvelle volière au zoo de Saint-Martin-la-Plaine. On a hésité à se servir de ce projet-là en étude parce que c'est quand même assez particulier. On ne fait pas des volières en bois tous les matins. Mais ça nous semble intéressant parce que il y a 80% de la mêlée collée, il y a à peu près, je ne sais plus les chiffres, 38 mètres cubes de bois, il doit y avoir 30 mètres cubes de la mêlée collée en mélèze locale. Donc ça a été scié par la scierie Ivray, collé par l'entreprise Coladello, qui est donc pas dans la Loire, mais pas très loin à Valence. Et tout monté sur place au zoo. Donc 100% de bois local. Là, on n'a malheureusement pas le détail du prix. C'est un peu particulier aussi parce qu'au zoo, ils ont l'habitude de tout faire eux-mêmes. Là, c'est la première fois qu'ils faisaient faire un chantier à des charpentiers. Et tout l'aménagement intérieur, une partie de la maçonnerie, ils l'ont fait en autoconstruction. Donc le ratio de la charpente sur l'ensemble du prix du projet avait peu de sens. Et là, les prix sont un peu différents puisque, comme on est en mélèze aussi, c'est une essence qui est beaucoup moins courante en la mêlée collée. En importation, on en trouve, mais ça reste plutôt rare. Là, il y a une petite parenthèse à faire aussi, c'est que c'était plus compliqué de demander à plusieurs scieurs, colleurs, parce qu'ils sont moins nombreux à faire ce genre de choses. Mais en tout cas, tel que ça a été fait là, c'est sûr que là, on parle de l'économie sur le lot charpente, donc c'est 2,4% d'économie sur le lot charpente tel que ça a été fait. Et comme c'est pas très courant de faire des charpentes en mélèze et que du coup, c'était peut-être pas très représentatif, on a calculé à peu près la même chose si on avait fait ce bâtiment-là en sapin ou épicéa, qui sont des essences beaucoup plus courantes pour de la charpente bois en lamellé collé. On n'aurait pas pu le faire en extérieur, on est d'accord, mais admettons que ce soit la même structure pour un gymnase, une salle des fêtes qu'on fait en sapin épicéa. Là, pour le coup, ça serait plutôt un surcoût. Et c'est vrai que le lamellé collé, quand on le fait en local, aujourd'hui, il présente un surcoût qui est pas forcément négligeable pour le charpentier quand il achète, encore une fois. Voilà, j'en ai fini avec la présentation des trois bâtiments. Quelques enseignements, réflexions, conclusions
suite un peu à ces études et puis les différentes discussions qu'il y a pu y avoir entre architectes, charpentiers, scieurs, etc. Donc c'est qu'on voit que les différences de coûts, bois local, bois importé, elles restent vraiment faibles. Qu'aujourd'hui, je pense que si on discute avec des charpentiers, ils vont dire certes, c'est pas forcément plus cher, mais le gros problème, c'est peut-être avant tout les délais. C'est un peu, comment dire, paradoxal. Aujourd'hui, sur des bois d'importation, on a beaucoup moins de délais parce que c'est des gros fabricants qui fabriquent des gros volumes, qui ont du stock, et donc on peut se fournir plutôt rapidement par rapport à un scieur local qui va faire du débit sur liste, qui va devoir scier, sécher, raboter. Et la qualité, je l'ai mis en point d'interrogation parce qu'il y a encore un débat sur le bois local, est-ce qu'il est d'aussi bonne qualité? Mais je crois que ces 3 bâtiments-là démontrent qu'en tout cas, on peut le faire puisqu'il y a 3 bâtiments qui ont été faits quasiment à 100% en bois local. Un autre avantage, c'est voilà, bois local, bois sur mesure. Aujourd'hui, c'est à tempérer parce que les scieries vont plutôt de plus en plus faire du bois standard pour que ça soit plus simple. Et en même temps, on l'a bien vu, notamment sur le projet de réhabilitation du bâtiment, ça peut être des fois un avantage vraiment d'avoir précisément les bonnes sections, les bonnes longueurs. Ça, c'est un débat. Il y a des charpentiers qui vont dire qu'ils préfèrent faire du bois sur mesure, d'autres qui préfèrent avoir des longueurs toujours les mêmes et puis qui auront peut-être moins de chutes en travaillant comme ça. Ça dépend vraiment des façons de travailler. Et le bilan environnemental, comme on a vu, alors c'est pas catastrophique. Le bois, il reste même importé. Il ne faut pas, je pense, jeter le bois parce que, dire que le bois est une mauvaise solution. On entend des fois dire ça parce qu'il est encore trop importé. Malgré tout, il reste un puits de carbone, mais en termes de cohérence, c'est quand même problématique quand aujourd'hui on essaye de vendre le bois, de dire regardez, c'est un produit qui a une super empreinte environnementale, qui permet d'entretenir nos forêts, de faire travailler des gens sur place, et puis qu'après on explique qu'il y en a encore plus de la moitié qui vient des pays du Nord. C'est un peu compliqué à expliquer ça, et donc je dirais plus que c'est un vrai gros impact environnemental, c'est que ça ternit, on va dire, la belle image du bois, de dire qu'aujourd'hui on a encore autant de bois qui est importé. Et en conclusion, comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser plus de bois local? La première chose déjà, c'est d'augmenter la part du bois dans la construction, parce qu'avant de parler de bois local, il faut déjà arriver à construire plus en bois. Est-ce que le bois local, le discours bois local vient après? Est-ce que ça va ensemble? C'est un débat, mais en tout cas, si on ne met pas plus de bois, on ne mettra pas plus de bois local. Penser local au maximum en amont du projet. Ça permet d'adapter le projet à la ressource locale. Comme on a vu, on n'a pas tous les produits disponibles sur place. Loin de là, et si à la fin c'est le charpentier qui est obligé de se dire tiens, comment je peux faire pour adapter, pour faire en bois local, ça ne marche pas vraiment. Donc si on y pense au maximum en amont, ça permet dès la conception, de la programmation, de réfléchir à ce qu'on fait. Et surtout, ça permet d'impliquer tous les acteurs. Encore une fois, si c'est le charpentier au bout de la chaîne qui essaie de faire du bois local, ça sera peut-être un surcoût pour lui, ça sera peut-être des complexités. Alors que si on le choisit en amont, c'est le maître d'ouvrage qui est impliqué, c'est l'architecte qui a la volonté de le faire, c'est le bureau d'études, c'est le charpentier. Et c'est certainement beaucoup plus facile. Et enfin, ce qui semble important, c'est qu'on dit que d'un côté, il faut que le marché s'adapte aux produits bois locaux, mais il faut certainement aussi que les produits bois locaux progressent, et techniquement, et d'un point de vue économique, et d'un point de vue délai, pour être plus compétitifs et pouvoir concurrencer aussi plus facilement les bois d'importation. Voilà, j'en ai fini. Et je fais la transition, du coup, c'est quand on dit penser local en amont du projet, une des solutions, notamment pour inscrire du bois local en marché public, ça peut être d'utiliser la certification bois des territoires du Massif central. Et du coup, je passe le micro à Félicie.